vas l'avoir ton procès. Inquiète-toi pas. Oui. Ce jeune homme de 22 ans à peine se nomme Réal Léo Bertrand. Depuis 8 mois, il croupit en prison attendant son procès. Aucune caution ne lui a été accordée. Il est accusé du meurtre avec préméditation de son épouse. Les faits sont les suivants. Le 20 décembre 1934, à 23h30, une voiture égarée dérape au bout d'un quai et sombre dans les eaux froides du lac Saint-François. Réal Léo Bertrand, le conducteur, a tout juste le temps de sortir du véhicule. Sa femme, Rosanna, n'a pas cette chance. Elle meurt noyée, prisonnière de son cercueil roulant. La police, appelée sur les lieux, commence son enquête. Ce qui semblait au premier abord n'être qu'un banal accident soulève suffisamment de doutes pour que Réal Léo Bertrand soit accusé du meurtre de sa femme et doive subir son procès, qui aura lieu en 1935. S'il est reconnu coupable, c'est la corde qui attend le jeune Bertrand. Je vais avoir mon procès. C'est à peu près temps. 8 mois ici, pas de caution. Je le sais, M. Bertrand. Mais là, il va avoir lieu. Ça va être une grosse bataille. Mais j'ai l'intention de la gagner. Pour ça, il y a 2 stratégies possibles. On peut soit se défendre, ou soit attaquer. Oui, on peut laisser la couronne déballer sa preuve. Après, pour se défendre, on présente nos témoins qui viennent dire que vous êtes innocent. Mais, vous me connaissez. Me défendre, c'est pas tellement mon style. Je préfère attaquer. Chaque témoin, chaque élément de preuve que la couronne va produire vont être minés systématiquement. Je veux installer le doute dans l'esprit des jurés. Et on ne peut pas condamner quelqu'un sur un doute. Je vous l'ai déjà dit, ça. J'ai l'intention de donner du fil à retordre à la couronne. Alors, ne vous étonnez de rien. L'affaire Réal Léo Bertrand est effectivement étonnante et d'ailleurs à plus d'un titre. D'abord, un procès pour meurtre est un événement rare à l'époque, encore plus lorsqu'il met en cause des époux. Ensuite, le procès en tant que tel a des tournures surprenantes, des rebondissements imprévisibles, un peu à l'image de ce jeune homme. Réal Léo Bertrand cache sous les traits de sa jeunesse un silence qui ne cessera d'étonner. En effet, bien des années plus tard, on parlera encore de cet homme et de ses mystères. À toutes les apparences d'un malheureux accident. Les apparences, je dis bien. J'insiste sur ce mot. Un soir du mois de décembre, une automobile s'engage sur une petite route déserte et aboutit sur un quai. Pour rebrousser chemin, la voiture entame un virage, glisse et tombe à l'eau. C'est Réal Léo Bertrand qui est au volant. Pourquoi s'est-il rendu jusqu'au bout du quai pour effectuer le virage? Comment expliquer que Rosanna, la jeune épouse de l'accusé, n'ait pu elle aussi sortir de la voiture? L'accusé vous dira qu'elle dormait. Pourquoi n'a-t-il pas réveillé? La réponse est simple. L'accusé avait l'intention d'en finir avec sa femme ce soir-là. Et c'est volontairement qu'il s'est engagé sur la jetée, à effectuer un virage sur le quai glissant et étroit. C'est l'accusé lui-même qui, une fois sorti de la voiture, l'a précipité dans les eaux du lac. Les faits parlent d'eux-mêmes, messieurs les jurés. Réal Léo Bertrand a provoqué l'accident et causé la mort de sa femme. Non seulement a-t-il tué celle à qui il était lié par les liens sacrés du mariage, mais encore avait-il prémédité son geste bien avant le soir du drame. Et c'est ce que je vais tenter de vous prouver, messieurs les jurés. L'homme que vous avez devant vous a commis un meurtre. Un meurtre avec préméditation. Monsieur Carrier, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé après que vous ayez vu l'automobile de l'accusé passer sur la route? L'auto roulait assez vite, hein, je dirais 30 à 40 000 à l'heure.
Puis là, elle a pris la route qui menait à la jetée, là, puis là, je l'ai perdu de vue. Un peu plus tard, Bertrand est venu cogner chez nous, puis il m'a demandé de l'aide. Il disait que sa voiture était tombée à l'eau. Qu'avez-vous fait? Ben, je l'ai amené à l'hôtel, là, pour quérir de l'aide. Là, le garagiste est allé chercher son towing, là, puis on est tous allés sur le quai. Là, on a bien vu la voiture dans le lac, là. On voyait ses phares illuminés, dans le fond, là. Et puis, c'est juste en revenant sur le quai, là, qu'il nous a parlé de sa femme. Il disait, ma femme, moi qui l'aimais tant, puis... C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était resté dans l'automobile. Mais Bertrand vous a pas dit que sa femme était restée dans la voiture? Non. Je n'ai plus de questions, votre seigneurie. Monsieur Carrier, parlez-nous de la route qui mène à la jetée. Est-ce que c'est un petit chemin? Non, c'est une route assez large. Est-il étonnant qu'une automobile s'y engage? Est-ce que ça vous a surpris? Non, pas vraiment. Ça arrive souvent qu'il y a du monde qui prenne cette route-là. Vous voulez dire que des voitures s'y engagent, même en hiver? Ça arrive. Même à vive allure? Ben non, ça serait pas prudent, ça. Votre Seigneurie, avant que la balance ne penche trop lourdement du côté de la couronne, me permettez-vous de poursuivre? Venez poursuivre. À votre avis, est-il possible de faire un virage en U sur cette route? Oh non, c'est pas assez large. Vous venez de dire que la route était assez large. Était-elle assez large, oui ou non? Ben, elle est large, oui, mais pas assez pour faire un U-turn. Est-il possible alors de faire marche arrière? Oh, pas la nuit, ce serait bien trop dangereux, surtout pas avec un gros modèle, là. Donc, une fois engagé sur cette route, on doit se rendre jusqu'au quai si on veut revenir sur ses pas. Mais vous venez de dire qu'il était dangereux de faire un virage en U ou de reculer. La seule option qui reste, si on veut faire demi-tour, c'est d'aller virer au bout du quai, non? Ben, oui. Merci, Monsieur Carrier. Monsieur Gouin, vous avez examiné les lieux du drame. Pouvez-vous nous faire part de vos conclusions? On remarque, ici, à l'extrémité du quai, des traces de pneus. C'est à cet emplacement que la voiture est tombée à l'eau. Ici, juste avant d'arriver au quai, j'ai relevé les traces d'un freinage brusque. D'après vous, ces traces ont-elles été laissées par la voiture de l'accusé? Objection, votre Seigneurie. Le témoin est architecte, pas détective ou enquêteur que je sache. Il est certainement pas en mesure d'identifier les traces de pneus. Monsieur Gouin est ici à titre d'expert, alors je pense qu'on devrait écouter ce qu'il a à dire. Répondez, s'il vous plaît. Ça pourrait très bien être les traces de pneus de la voiture de M. Bertrand. Je n'ai plus de questions, votre seigneurie. Monsieur Gouin, entre le moment de l'accident et le moment où vous avez dessiné vos croquis, pouvez-vous nous dire si d'autres véhicules se sont rendus sur le quai? Non, je ne pourrais pas le dire. Vous savez pas? Par ailleurs, comment pouvez-vous affirmer que les traces de pneus laissées sur le quai sont bien celles de l'automobile de M. Bertrand? J'ai dit que ça pouvait être celle de la voiture de M. Bertrand. On ne peut se satisfaire de suppositions lorsque la vie d'un homme est en jeu, Monsieur Gouin. Je vous demande si vous pouvez affirmer avec certitude que les traces de pneus indiquées sur ce croquis sont bien celles de la voiture de M. Bertrand. Eh bien... non, je ne suis pas certain. Quel était l'état des routes le soir de l'accident? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais pour un expert, Monsieur Gouin, il y a beaucoup de choses que vous savez pas. Objection, votre seigneurie, la défense insulte le témoin. Objection maintenue. Je vous demanderai de ne pas tenir compte de ce qui vient d'être dit. Maître Gagnon, je ne tolérerai aucune remarque de ce genre à l'avenir. J'avais terminé de toute façon, votre Seigneurie. C'était un soir tranquille. Il n'y a pas beaucoup de clients à servir. Là, Bertrand est arrivé à l'hôtel en criant. À l'hôtel White House? Oh oui, c'est ça. Il a crié que son automobile était en ballon au bout du quai, puis qu'il avait besoin d'aide. Objection. Un témoin se contredit.
À l'enquête du coroner, M. Gauthier a affirmé que M. Bertrand avait crié que son automobile était tombée à l'eau et non qu'elle était emballée au bout du quai. Pourquoi le témoin change-t-il sa version? La défense doit attendre le contre-interrogatoire pour poser ces questions. L'automobile a-t-elle basculé ou est-elle restée en équilibre? Votre Seigneurie, je demande un minimum de respect pour la procédure. Un peu d'impartialité de la part de la couronne ne nuirait pas non plus à l'esprit de justice. Je vous rappelle que le garant de l'esprit de justice dans cette cour, c'est moi. Je demande à la défense de réserver ses questions. Poursuivez. Aviez-vous déjà rencontré l'accusé avant le soir du drame? Oui, il est venu à l'hôtel quelques jours avant avec une femme. Une femme? Vous voulez dire son épouse? Non, non. Il était avec la petite Leclerc. Tout le monde la connaît par ici. J'ai même pensé que c'était elle qui était prise dans l'automobile. Mais j'ai compris que c'était sa femme à lui, ben après. Comment l'avez-vous compris? Une fois sur le quai, j'ai dit à Bertrand que la femme dans l'auto était sûrement morte, qu'il fallait aller chercher un prêtre. Puis quand on a marché vers la route nationale, Bertrand me dit de fermer ma gueule, de pas dire à personne qu'il était venu à l'hôtel avec des femmes. Il me dit qu'il voulait pas avoir de trouble avec sa belle famille. C'est quand il m'a parlé de sa belle famille que j'ai compris que la noyée, c'était sa légitime. Mais c'est quand il m'a demandé si son huile puis son antigel pouvaient encore y servir que là, les deux bras me sont tombés. Ce gars-là, il est pas normal. Monsieur Desrosiers, comment se sont déroulées les opérations de repêchage de la voiture? On a eu la grosse misère noire. Le char était bien que trop lourd. Il devait y avoir 350 livres de marchandises là-dedans. Il était loin du bord, 50 pieds au moins. Puis là, je me souviens d'une affaire qui m'a paru bien drôle. J'ai vu que l'accélérateur à main était tiré d'1 pouce à peu près. Ça m'a titillé pas mal. À quoi sert un accélérateur à main, Monsieur Desrosiers? Objection. Le témoin n'est pas un expert en matière d'automobile. Comme mon confrère se rassure, nous aurons tous les experts nécessaires un peu plus tard. Moi, on n'a pas besoin d'être un expert pour savoir à quoi sert un accélérateur à main dans une voiture. Le témoin peut très bien répondre. Objection rejetée. Répondez à la question, je vous prie. Cette manette-là, c'est une patente qui sert à faire avancer le char. T'as même pas à peine de te servir de la pédale. Sans se servir de la pédale. Peut-être même en se tenant sur le marchepied. Objection. Jusqu'ici, dans ce témoignage, j'ai fait preuve d'une grande tolérance, Votre Seigneurie. Plusieurs interprétations très personnelles ont été évoquées sans aucune objection de ma part. Mais cette fois, la couronne va trop loin. Mon confrère tire des conclusions qui n'ont pas été établies en preuve. Je m'objecte donc avec force. Alors, venez-en au fait, maître Fauteux. Quelle est votre question? Monsieur Desrosiers, avez-vous remarqué quelque chose concernant la poignée de la porte du côté passager? Poignée de la porte? Elle manquait. Il n'y en avait pas. La voiture de Monsieur Bertrand n'avait pas de poignée de porte du côté passager. C'est ce que vous dites? En plein ça. Puis il y avait une caisse 2 au milieu de la banquette avant. Madame Bertrand n'avait donc aucun moyen de sortir de la voiture. C'est en plein ce que j'ai pensé. Puis là, je vais vous dire que j'ai commencé à trouver qu'il y avait pas mal d'affaires qui marchaient pas. Puis que la poignée de la porte, j'ai bien l'impression qu'elle n'avait pas été enlevée par hasard. Objection! Le juge, il croit pas que je suis innocent. Il croit pas. C'est le jury qui décide du verdict. Découragez-vous pas, M. Bertrand. On est au premier round. Rien qu'au premier round. Je l'aimais, moi, ma femme. Pourquoi je l'aurais tuée? On venait juste de se marier. Ma Rosanna, c'était une bonne personne. C'était ma femme. Et vous asseoir, M. Bertrand. Bon. Vous
vous allez tout reprendre depuis le début. J'ai besoin d'avoir tous les éléments en tête. Mais je vous l'ai déjà raconté 100 fois. Je le sais, mais je veux vous entendre encore. S'il vous plaît, Monsieur Bertrand. On allait passer Noël chez la tante de ma femme. Elle avait offert de nous aider à payer notre nouvelle assurance. On s'en allait y montrer le contrat. Je roulais un peu vite, il faisait noir. J'ai manqué l'embranchement vers Saint-Polycarpe. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai tourné sur la petite route du quai pour pouvoir virer puis revenir sur mes pas. C'est ma femme elle-même qui m'a dit d'aller jusqu'au bout, que j'aurais plus de place pour faire mon virage sur le quai. Je l'ai écouté. J'aurais pas dû. C'était glissant. Il y avait du frima ce soir-là. Moi, j'ai juste eu le temps de sortir, puis Rosanna, elle... Pourquoi est-ce qu'il fallait que Picard nous propose cette maudite police d'assurance-là aussi? On n'aurait sûrement pas été à Sainte-Justine. Il serait rien arrivé, puis Rosanna serait là. Ouais, je vous l'ai déjà dit, il me semble. Oui, c'était assez large pour faire un virage en U sur cette route-là. Puis non, il n'était pas obligé d'aller jusqu'au bout. Répondez à ma question, Monsieur Desrosiers. Prendriez-vous la chance, oui ou non? Non, je pense pas. Auriez-vous continué jusqu'au quai? Probablement. La chaussée était tellement glissante. Une dernière chose, Monsieur Desrosiers. Le soir de l'accident, vous avez dit que Monsieur Bertrand était étrangement calme. C'est bien ce que vous avez dit, hein? Oui, ça m'a frappé. Il bronchait pas, il parlait pas. Il avait pas de l'air énervé pantoute. Jetez donc un coup d'œil à l'accusé en ce moment. Pouvez-vous nous le décrire? Il est raide comme une barre. Il regarde en avant de lui. Pourtant, on l'accuse de meurtre. Est-ce qu'il a l'air nerveux? Non. Il était aussi calme que le soir sur le quai. La cour appelle M. Paul Asselin. Paul Asselin. J'arrive. Inquiétez-vous pas, ça sera pas long. Vous sentez-vous bien, Monsieur Asselin? Comment vous me dites ça, monsieur, votre honneur? Avez-vous bu, Monsieur Asselin? Oh, il dîner à la taverne. C'est eux de pas prendre une petite bière d'une place de même. Je demande qu'on détienne le témoin jusqu'à ce qu'il soit en état de rendre un témoignage cohérent. Non, une minute, j'en ai quasiment pas pris, vous le jure, 2, 3 à peine. Non, lâchez-moi, je vous dis que je suis correct. Même qui était là, lui, il me paye un verre, demandez-y. Lâchez-moi, crème. Lâchez-moi, vous dites ça. Si j'en crois, Monsieur Asselin, le procureur de la défense aurait fait boire le témoin juste avant qu'il ne rende son témoignage. Et ça, c'est un mépris de cour flagrant. Et cet homme n'est manifestement pas en possession de toutes ses facultés. Étiez-vous à la taverne avec le témoin, oui ou non? Mais la question n'est pas là. C'est ma crédibilité qui est entachée aux yeux du jury. Est-il nécessaire de rappeler à votre attention tout le tort qu'une telle affirmation faite publiquement et devant jury peut porter tant à la cause en cours qu'à ma réputation? Comment puis-je accepter une telle censure alors que ma version des faits n'a même pas été entendue? Je vous conseille d'arrêter maintenant. Le barreau me donnera raison. Je n'ai en rien contribué à ce que le témoin contrevienne à une ordonnance de la Cour. J'étais à la taverne avec une personne qui me donnait des renseignements sur mon client. Asselin, connaissant cette personne, est venu s'asseoir avec nous. C'est le serveur qui a versé la bière dans nos verres sans qu'on le lui demande. J'ai laissé de l'argent sur la table, je me suis levé et je suis sorti. Asselin, lui, est resté et a continué à boire. Je ne lui ai même pas adressé la parole. Il n'y a absolument rien de répréhensible dans ce que j'ai fait. Ça suffit maintenant. Je déclare l'affaire close. On fasse comparaître le prochain témoin. Avec tout le respect que je dois à cette cour, je ne peux que m'y opposer. L'affaire ne peut pas en rester là. J'envisage avec sang-froid toutes les conséquences de mon geste. Au risque de mettre ma carrière de criminaliste en péril, je ne vois pas d'autre alternative. Étant donné le climat de méfiance qui règne dans cette cour, la position de la défense se fait intenable. Les derniers événements ne font que confirmer et aggraver une situation déjà difficile. Je n'ai plus d'autre choix que de me retirer. C'est la vie d'un homme qui se joue ici. Dois-je le rappeler? Qu'est-ce qui
m'arriver à moi. Si vous vous retirez du procès, je me retrouve sans personne pour me défendre. Écoutez, Monsieur Bertrand, mon retrait donne lieu à deux possibilités. Soit que vous changez d'avocat, vous permettez alors au procès de se poursuivre. Je comprends rien à vos histoires. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai pas envie d'être pendu. Je sais pas si vous pouvez comprendre. Mais si je me suis retiré, c'est dans votre intérêt, Monsieur Bertrand. Ben voyons, si vous êtes plus mon avocat... Qui vous a dit que je serais plus votre avocat? Ben, je sais pas, il me semble que... Vous pouvez aussi décider, et ça, c'est la deuxième possibilité, de me garder pour vous défendre. Alors là, c'est le juge qui n'a plus d'autre choix que d'avorter le procès. L'attaque qu'il a portée contre moi est trop grave. Je ne suis plus crédible auprès du jury. Et cette atteinte rejaillit forcément sur vous. Si vous me gardez comme avocat, le procès ne peut plus se poursuivre ni devant ce juge, ni devant ce jury. Me comprenez-vous? Je pense que oui. Si vous voulez mon avis, là, un avortement de procès, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Je peux décider de vous garder comme avocat. Puis il faudrait recommencer mon procès. Ouais. C'est le juge qui va être obligé de se retirer, c'est ça? Je serais vraiment fou de me défaire d'un avocat comme vous, Maître Gagnon. Réal Léo Bertrand maintient Maître Oscar Gagnon à sa défense. Le juge Wilson n'a d'autre choix que de tout arrêter. 2 mois plus tard, un nouveau procès est tenu devant un nouveau juge et un nouveau jury. C'est la première fois qu'un tel incident se produit lors d'un procès pour meurtre. Le juge Pierre-Louis Cousineau préside la cour. Gérald Fauteux agit pour la couronne. Oscar Gagnon est à la défense. Nous voici donc à ce deuxième procès. Monsieur Avron, avez-vous eu l'occasion d'examiner l'automobile une fois qu'on l'eut sorti de l'eau? Certain. On l'a même emmené à mon garage. Qu'avez-vous remarqué de particulier? Pour commencer, j'ai trouvé la poignée de la portière sur le panneau des instruments, avec des outils. Ensuite, j'ai remarqué que le throttle était tiré. Il y avait l'embrayage aussi. L'embrayage qui était guiré en deuxième. Avez-vous remarqué autre chose? Le break à bras était tiré au bout. Le bras du frein était tiré, mais le frein lui-même, était-il en état de fonctionner? Non. Le tuyau hydraulique aussi était cassé. Pour tout vous dire, c'est comme si le char n'avait pas de break pantoute. L'automobile n'avait pas de frein, l'accélérateur à main était tiré et l'embrayage en deuxième vitesse. Ça commence à faire pas mal de hasard. Merci. Je n'ai plus de questions. Monsieur Avron, les manœuvres de repêchage n'ont pas été aisées, n'est-ce pas? Non. Racontez-nous donc ce qui s'est passé. Bon, on s'est arrangé un palan. On a réussi à soulever le char en dehors de l'eau. Mais quand il est venu le temps de le ramener sur le quai, le câble a cassé, puis le char est tombé dans l'eau. Vous voulez dire qu'il est retombé brusquement? Pas mal, oui. Est-ce que cette chute aurait pu être suffisante pour endommager le tuyau hydraulique? Le tuyau hydraulique est en dessous. Avec le poids du char, ce sera possible que ce soit cassé à ce moment-là. Si je vous suis bien, vous ne pouvez affirmer que le tuyau hydraulique était brisé la première fois que vous avez remonté l'automobile à la surface. Non, je peux pas le dire. Je le sais pas. Ce que vous pouvez affirmer, c'est que le frein à main était tiré. Oui. Bien. Ne devrions-nous pas nous en tenir aux certitudes et laisser de côté les hasards? Monsieur Godin, depuis que vous occupez l'emploi de gérant de service, avez-vous noté une faiblesse de construction sur les poignées de portière? Pas du tout. Au contraire, ces poignées-là, elles sont faites solides. Est-ce qu'on peut arracher une poignée accidentellement? À moins de se mettre à 2 hommes, là, ça m'étonnerait bien gros. Ça prend des outils spécialisés pour venir à bout de ces poignées-là. L'automobile de M. Bertrand a été repêchée à 50 pieds du quai. Selon vous, M. Godin, est-ce qu'un véhicule, s'il avait été en équilibre au bout d'un quai, aurait pu, en tombant, se retrouver aussi loin de son point de chute?
Selon mes calculs, là, pour se retrouver à une distance de plus de 50 pieds, l'automobile devait rouler à une vitesse d'au moins 40 000 à l'heure. 40 000 à l'heure, c'est très rapide. Avec l'embrayage bloqué en deuxième vitesse, là, c'est bien possible. Je dirais même que, sans se servir de la pédale d'accélération, là, juste avec l'accélérateur à main, en plaçant l'embrayage en deuxième vitesse, là, on peut rouler à 35-40 000 à l'heure. Est-il possible qu'un homme, se tenant sur le marchepied de son automobile, tirant à travers la vitre ouverte, l'accélérateur à main, puisse arriver à précipiter son automobile dans le lac? Oui. Ben, c'est la seule façon que je vois, moi. Merci. Le témoin est à la défense. Vos théories sont impressionnantes, M. Godin. Spectaculaires, même. Merci. Vous êtes fort en calcul. Merci. On peut se tenir sur le marchepied d'une automobile et sauter au dernier moment. C'est vrai. Maintenant, M. Godin, quelle était la largeur de l'espace laissé par la vitre entrouverte lorsqu'on a repêché l'automobile de M. Bertrand? Je parle, bien sûr, de la vitre côté conducteur. Environ 6 pouces. 6 pouces. C'est pas très large. Est-il possible pour un homme se tenant sur le marchepied d'atteindre l'accélérateur à main à travers un espace de 6 pouces? C'est difficile. C'est difficile, M. Godin, ou impossible? Je dirais que c'est impossible. 40 000 à l'heure. C'est une vitesse appréciable. Aurait-il été possible pour Réal Léo Bertrand de sauter d'une voiture roulant à 40 000 à l'heure et de s'en tirer sans une égratignure? Non. Alors, par quelle théorie, M. Godin, expliquer des faits que vous admettez vous-même comme étant impossibles? Votre Seigneurie, nous voudrions déposer des documents qui concernent le mariage de l'accusé. Ces documents... Votre honneur, je voudrais que la Cour statue sur la pertinence de ces documents. Eh bien, afin de ne pas influencer le jugement des jurés, je vais entendre les arguments des deux procureurs, mais en votre absence. Nous tiendrons donc un voir-dire sur cette question dès demain, à la reprise des audiences. Ces documents ont à voir avec des faits qui sont antérieurs aux événements qui nous concernent. Ils ne prouvent rien quant à la culpabilité de mon client. Ils ne servent qu'à nuire à sa réputation. Vraiment? Je crois qu'au contraire, ces documents sont fort révélateurs. Ils ne sont pas pertinents et vous le savez très bien, maître Fauteux. La Cour n'a pas pour mandat de juger la réputation d'un homme. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le juge Wilson les avait admis en preuve dans ce cas-là? Justement, je ne me l'explique pas. Laissez-moi vous éclairer, cher confrère. Bertrand a donné en adoption son enfant en échange de 100 $. Un enfant né hors mariage. Ces faits sont fort révélateurs en ce qui concerne l'attrait que l'argent peut exercer sur l'accusé. Donc pertinent quant au mobile du crime. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la cause. Quelqu'un qui est capable de vendre son propre enfant est capable de tout. Un peu plus, on jurerait que vous en faites une affaire personnelle. Permettez-moi de vous rappeler que le mandat de la Couronne n'est pas de mener les gens à la potence. C'est trop facile d'accuser tout le monde de ne pas faire son devoir. Qui êtes-vous vous-même pour faire la leçon? Vous êtes débarrassé du juge Wilson, mais vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement. Avec un juge impartial, j'ai pas besoin de me débarrasser de vous. Je vais me contenter de vous mettre knock-out, savant confrère. J'en suis venu à la conclusion que les documents concernant le mariage et la naissance de l'enfant du couple Bertrand ne sont pas pertinents. En conséquence, je refuse qu'ils soient produits en preuve. Veuillez faire revenir le juré, je vous prie. Monsieur Robert, vous logiez l'accusé avant qu'il se marie. Oui, je loue des chambres à Ottawa. Il est resté chez nous quasiment 6 mois. Étiez-vous en relation avec l'accusé durant ces 6 mois? Il venait assez souvent me jaser de son futur mariage. Ça, il m'en parlait bien souvent. Il m'a raconté aussi que sa femme devait hériter, puis que c'est pour ça qu'il allait la marier. Un mariage intéressé.
Est-ce que Bertrand est venu vous voir après la mort de sa femme? Oui, puis il m'a demandé de rien dire sur son compte si la police venait qu'à me questionner. Non, il m'a dit aussi qu'il m'oublierait pas quand il toucherait l'assurance. Quand il toucherait l'assurance. Merci, je n'ai plus de questions. Monsieur Bertrand vous a fait ses confidences avant ou après votre querelle? Je m'en souviens plus. Ça commence à faire longtemps. Vous êtes bien querellé. Vous vous en souvenez? Un peu, oui. On s'est pognés. Pour quel motif vous êtes-vous pogné, comme vous dites, avec M. Bertrand? Je m'en souviens plus. Mais votre dernière chicane s'est assez mal terminée, il me semble. Oui, c'est vrai. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oh, il arrêtait pas de m'ostiner sur une niaiserie. Je me suis tanné, je l'ai sacré dehors. Je suis chez nous, moi, je suis pas obligé d'endurer fatigant. Vous avez mis M. Bertrand dehors. Vous aviez été vraiment en colère. Ben, moi, quand on me cherche, on me trouve. Et Réal Léo, cette fois-là, il m'avait cherché en crucifix, pour tout vous dire. Vous me semblez assez impulsif, effectivement. Ah, dernière chose. Monsieur Bertrand et sa femme, est-ce qu'ils s'entendaient bien? Est-ce qu'ils formaient un couple harmonieux? Je sais pas ce qu'ils se racontaient entre eux autres, mais... je les ai jamais vus avoir un mot plus haut que l'autre, si c'est ça que vous voulez savoir. Walter Elliott, investigateur pour la compagnie d'assurance Retail Credit Company. Monsieur Elliott, est-ce vous qui avez fait une vérification concernant une réclamation de 10 000 $ suite au décès de Mme Rosanna Bertrand? Des gros montants comme ça, on vérifie toujours. Monsieur Bertrand avait assuré sa femme pour 5 000 $ en cas de mort naturelle. Et en cas de mort accidentelle? L'indemnité passait à 10 000 $. Et à quel moment la police d'assurance prenait-elle effet? 3 jours avant la mort de Mme Bertrand. 3 jours. La couronne a terminé sa preuve, votre seigneurie. Je n'ai pas de questions pour le témoin. Ma question s'adresse plutôt au procureur de la Couronne. Maître Fauteux nous a dit que M. Elliott serait son dernier témoin. Je présume donc que sa preuve est close. Je me demande comment il se fait qu'il ait décidé de retirer un témoin pourtant bien inscrit sur sa liste. La couronne fait entendre les témoins qu'elle juge à propos. Mon savant confrère n'a toujours pas répondu à ma question. Pourquoi retirer un témoin pourtant bien inscrit au rôle? La Couronne voudrait-elle nous cacher quelque chose? Le mandat de la Couronne n'est-il pas d'exposer tous les faits et non de dissimuler ceux qui ne font pas son affaire? Objection, votre seigneurie. Où voulez-vous en venir, maître Gagnon? Votre seigneurie, j'aimerais faire comparaître le témoin que la Couronne n'a pas jugé utile d'entendre précisément. Eh bien, soit. Qu'on appelle ce témoin. Monsieur Picard, quelle est votre occupation? Je suis agent d'assurance et puis je vends des automobiles aussi. Pourquoi, après avoir été approché par Maître Fauteux pour témoigner au procès de M. Bertrand, n'avez-vous pas témoigné? On m'a dit qu'on n'avait plus besoin de moi. Les jurés jugeront d'eux-mêmes de la pertinence et de l'utilité du témoignage de M. Picard. M. Picard, connaissez-vous M. Bertrand? Depuis 2 ans à peu près. Quelles sont vos relations avec lui? Je suis son agent d'assurance. En quelles circonstances lui avez-vous vendu une police d'assurance? J'ai entendu dire qu'elle allait se marier. Ça fait que j'ai voulu en profiter. Mais il y avait déjà une police sur sa vie. Et qu'avez-vous fait alors? Je lui ai proposé d'en prendre une pour sa femme. Au début, il voulait pas. Mais je suis allé le revoir plusieurs fois. Avez-vous finalement réussi à lui vendre une police d'assurance? C'est sa femme, Rosanna, qui a accepté de la prendre. Elle a trouvé que c'était une bonne idée d'avoir une assurance vie.
On parle ici de la police d'assurance qui serait supposément le mobile du crime. Maintenant, M. Picard, êtes-vous déjà monté dans l'automobile de M. Bertrand? Oui, plusieurs fois même. Et avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Pour que je puisse descendre de voiture, c'est M. Bertrand qui devait ouvrir la portière de l'extérieur. Pourquoi devait-il descendre vous ouvrir? Mais il n'y avait pas de poignée. Ah? Oui, il n'y avait pas de poignée de mon côté. Je l'ai remarqué la première fois que je suis monté dans son char. Et quand êtes-vous monté dans l'automobile de M. Bertrand pour la première fois? Une dizaine de jours avant l'accident. Combien de temps avez-vous dit? Une dizaine de jours avant l'accident. 10 jours. Merci, M. Picard. Je n'ai plus de questions, Votre Seigneurie. Ah, je suis tellement content, tellement soulagé. Merci, Maître Gagnon. Merci pas trop vite. Tant que le verdict n'est pas rendu, tout est encore possible. Mais vous leur avez prouvé que j'étais innocent, il me semble. J'ai réussi à mettre en doute la preuve de la couronne, c'est vrai, mais... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Il reste encore la plaidoirie. Et la couronne a des arguments. C'est pas moi qui ai pris l'assurance. Puis? Ça prouve rien. Que vous soyez pas responsable d'une situation, ça n'empêche pas que vous ayez pu en tirer parti. Et puis la poignée de porte? Que la poignée a été enlevée à tel moment ou à tel autre, qu'est-ce que ça prouve? Pouvez-vous me l'expliquer? Ça prouve que j'ai rien préparé d'avance, c'est ça que ça prouve? Ou le contraire. En tout cas, moi, si j'étais l'avocat de la couronne, ce sont les deux arguments que je plaiderais. Rien n'est encore gagné, M. Bertrand. Messieurs les jurés, nous voici au terme d'un procès qui, avouons-le, laisse perplexe. Monsieur Eugène Picard, vous avez été à même de le constater, est un témoin clé. Son témoignage détruit la thèse du mobile. La couronne n'a pas hésité à l'écarter de sa liste de témoins. Alors, comment pouvons-nous être certains d'avoir tous les faits qui nous permettent d'établir un jugement juste et équitable? Sans mobile, la preuve de la couronne n'a aucun fondement. N'oublions pas que M. Bertrand n'a pu tuer sa femme pour toucher une prime d'assurance, puisque ce n'est pas lui qui a décidé de prendre cette police d'assurance. De plus, le soir du drame, personne n'a vu M. Bertrand. Personne ne peut témoigner qu'un crime a bel et bien été commis. Je vous rappelle que la preuve circonstancielle doit démontrer hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion possible, c'est la culpabilité de l'accusé. La couronne n'a pas réussi à démontrer cela. Au contraire, le crime de M. Bertrand n'est rien de plus qu'un simple accident. Un regrettable accident qui, en plus de faire une victime, a détruit le cœur d'un homme, jeune marié, qui se retrouve désormais seul, avec un avenir à reconstruire. La preuve circonstancielle est non seulement légale, mais courante dans une affaire de meurtre avec préméditation. Les crimes sur la personne ne sont pas des actes que l'on se plaît à perpétrer au grand jour. Plusieurs éléments prouvent, hors de tout doute, que Bertrand a bel et bien commis son crime. Un crime préparé longtemps d'avance. La poignée de la voiture enlevée, la voiture surchargée, l'accusé venu sur les lieux la veille de son crime, l'accélérateur à main tirée, l'embrayage en deuxième vitesse. Que faut-il de plus, messieurs les jurés? Comment expliquer les faits autrement que par l'intention de tuer?
Bien sûr, même s'il n'est pas obligatoire de faire la preuve d'un mobile pour faire celle d'un crime, dans la cause qui nous occupe, il se trouve que Bertrand a un mobile évident. Une police d'assurance d'une valeur de 10 000 $ prise 3 jours avant le drame. Le bénéfice du doute doit être considéré dans une affaire de meurtre. Je l'admets. Mais ce que je n'admets pas, c'est que ce doute ne soit appuyé sur aucune considération sérieuse. Jusqu'ici, si on a réussi à créer un doute dans votre esprit, il ne repose sur rien, messieurs les jurés. L'homme que vous avez devant vous cache sous ses allures d'enfant un assassin sans scrupules. Que peut-on penser en effet d'un homme capable de mettre fin au jour de sa propre épouse? Cet homme-là ne mérite aucune pitié, messieurs les jurés. Aucune pitié. Messieurs les jurés, votre verdict? Nous déclarons Réal Léo Bertrand non coupable. Monsieur Réal Léo Bertrand, cette cour vous reconnaît non coupable du meurtre de Rosanna Bertrand, votre épouse. En conséquence, je vous déclare libre. Vous pouvez partir. Mais nous voilà 17 ans plus tard. Cet homme n'est nul autre que Réal Léo Bertrand. Que fait-il derrière les barreaux? Eh bien, il attend son verdict, car il fait face à une accusation de meurtre. Sa seconde épouse, Rose Trépanier, a péri dans un incendie. Les circonstances entourant sa mort rappellent étrangement le procès auquel nous venons d'assister. Lors de ce deuxième procès, Bertrand porte un nœud papillon, Dieu sait pourquoi, et la presse anglophone le baptisera Tuxedo Kid. Il sera d'ailleurs trouvé coupable et pendu. Cette deuxième affaire peut inciter à croire à la culpabilité de Bertrand dans la mort de Rosanna, sa première épouse. Mais pensons-y bien. Qui sait si ce n'est pas plutôt l'issue du premier procès qui a donné à Réal Léo Bertrand l'idée de son crime 17 ans plus tard. Vous venez de voir le dernier grand procès. Mardi prochain, à 20h, voyez en primeur la mini-série Monnaie. Léo Bertrand, dit Tuxedo Kid, un très énigmatique personnage qui fut accusé successivement du meurtre de ces deux femmes. Comme chaque semaine, nous entendrons les commentaires des deux animateurs de CKAC, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Ils seront accompagnés cette fois de Germain Houde, qui jouait le rôle de Oscar Gagnon, l'avocat. Et puis, pour notre dernière émission de la saison, nous allons dévoiler les noms des gagnants de notre concours de plaidoirie qui s'est tenu tout au long du mois. Et pour conclure, nous aurons votre verdict sur le procès Tuxedo Kid. Je vous rappelle d'ailleurs la question que nous avons posée depuis hier. Tuxedo Kid a-t-il, oui ou non, tué sa première femme? Nous aurons votre verdict en fin d'émission et je vous reviens tout de suite après la pause. Et pourquoi, à votre avis? Parce que, justement, quand ils l'ont trouvé, là, il ne parle pas de sa femme. Quand il est allé voir les amis, il dit que son auto est tombé, là, il ne parle pas de sa femme. Fait que, me semble, s'il avait aimé sa femme, là, tout ça, c'est... Il n'aurait pas répondu comme ça. Ben moi, je crois que oui, sauf qu'on était partagés chez la maison. Ma femme, elle était l'avis contraire. C'est parce que c'est pas évident, là.
Effectivement, l'avocat de la défense, quand il met en doute le témoignage, le dernier témoignage, il est venu mettre le doute un peu, mais en tout cas, à mon avis, il était coupable. Je sais vraiment pas, mais à le regarder, moi, j'aurais pensé qu'il était coupable. Pour nous rafraîchir la mémoire, voici maintenant un court extrait du procès de Réa Léo Bertrand, alias Tuxedo Kid, un bien étrange personnage qu'on n'a jamais vu ou presque manifester la moindre émotion au cours de son procès, même quand il risquait peut-être la peine de mort. Il était accusé du meurtre de sa première femme. J'ai tourné sur la petite route du quai pour pouvoir virer puis revenir sur mes pas. C'est ma femme elle-même qui m'a dit d'aller jusqu'au bout, j'aurais plus de place pour faire mon virage sur le quai. Je l'ai goûté. J'aurais pas dû. C'était glissant. Il y avait du frima ce soir-là. Moi, j'ai juste eu le temps de sortir, puis Rosanna, elle... Pourquoi est-ce qu'il fallait que Picard nous propose cette maudite police d'assurance-là aussi? On n'aurait sûrement pas été à Sainte-Justine. Il serait rien arrivé, puis Rosanna serait là. Je reçois maintenant mes invités habituels, Jean Cournoyer et Jean Lapierre de CKAC, qui sont cette semaine accompagnés du comédien que vous venez de voir, Germain Houde. Vous l'avez vu aussi hier interpréter le rôle d'Oscar Gagnon. Justement, c'est un avocat qui, Germain, avait l'air d'être assez redoutable. Un habile homme. Hein? Oui, c'était un bonheur de jouer ce type de personnage-là qui était intelligent. Puis tout de suite, il a vu les failles de la couronne qui présumait trop... Il présumait que le gars était coupable. Trop évidemment. Il y a une scène en particulier qui est extraordinaire, c'est quand Roger Giguère, enfin, je ne me souviens plus le nom de son personnage, rentre, ce personnage-là, et, employons l'expression, pacté, et il résulte de tout ça, finalement, que le juge devra partir, et puis que, finalement, l'avocat Gagnon aura gagné son point. Je pense que ça, c'est une astuce de sa part. Je pense pas que ça ait été prémédité, mais il a sauté sur la... D'abord, ce juge-là, s'il l'agaçait profondément parce que ça se sentait... Il n'arrêtait pas de se chicaner. Qui présumait que le gars était coupable. Il voulait presque influencer les jurys. Alors là, le juge, comme le juge a sauté là-dessus, lui en a profité pour mettre en évidence le fait qu'il était discrédité. Et là, ben, le procès était automatiquement avorté. Mais... C'est extrêmement judicieux. Le premier juge voulait presque influencer les jurys. Je pense qu'il voulait vraiment les influencer. Le juge avait fait... Son idée était faite, et lui, et je pense que à ce niveau-là, M. Gagnon a été brillant. En se débarrassant de ce juge-là, il a pu sauver son client. Autrement, son client était cuit, c'était clair. Et dans ce sens-là, je pense que ça nous ramène peut-être à ce processus de nomination des juges. Pas dire que c'était un juge très, très compétent, le premier. Là. Les règles de justice naturelle, il les avait oubliées, je pense. Oui, mais l'avocat de défense est là pour utiliser toutes les failles qu'il y a dans le système, et surtout... toujours avec cette préoccupation première qu'on doit prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. Et dans les preuves circonstancielles, c'est encore pire. C'est que les règles sont beaucoup plus précises quand tu veux établir la culpabilité de quelqu'un quand il n'y a pas de témoin direct. Et la minute que l'avocat de la défense a présenté l'agent d'assurance qui est venu jeter un doute... Sans emporter le paquet, c'est fini. Est-ce qu'il aurait présenté le même témoin devant le premier juge? Probablement. Et nous avons, malgré tout ce que Jean vient de dire sur la nomination des juges, mon Jean, on a toujours... Tu pourrais être sur une liste, Jean. Tu pourrais être sur une liste. Moi, déjà mis sur une liste de gouverneurs, c'est assez. Moi, je n'irai pas à Boston. Je irai peut-être ailleurs. Lui, il paraît qu'il retourne en politique, c'est ce que j'ai entendu à CKAC. Bon, soyons sérieux. Ça, c'est manqué de jugement. Soyons sérieux. Revenons-en à son cours de droit hebdomadaire. C'est pas mon cours de droit, mais... Chaque semaine, il fait comme ça, c'est... Non, mais ce que je veux dire... Tu vas m'amener à Boston, c'est pas comme avocat. Ce que je veux dire, c'est que il y a toujours des soupapes dans notre système. C'est que s'il y a une injustice flagrante, on peut toujours aller en appel, là, quelque part. Un juge comme celui-là, bien sûr, a pris parti beaucoup trop précisément. Il a été discrédité par le système. Et si, par hypothèse, il n'avait pas été discrédité par le système, on aurait pu en appeler, ne fût-ce que sur son adresse au jury. Et la plupart des appels sont basés sur l'adresse du juge au jury.
plupart de ceux que j'ai connus, moi. Il y en a qui sont jugés ailleurs, mais... Heureusement qu'il y a des avocats comme ça, hein, qui rappellent les gens au droit. Sinon, il y avait une telle complaisance de la part de la couronne, de la part du juge. C'est surtout du juge. Parce que la couronne, elle est complaisante habituellement. Si on parlait un petit peu de cette pièce à conviction, c'est parce que dans tous les procès, ça fait depuis 2 ans, ça fait 10 qu'on présente, c'est pas arrivé très, très souvent qu'il y ait un objet qui soit à ce point-là analysé, étudié. La voiture, l'auto. Particulièrement la poignée de porte. Et la poignée de porte. Franchement, le pauvre gars, là, il n'est peut-être pas chanceux. De chance que sa femme a demandé une assurance elle-même parce que la poignée de porte n'était pas là. La cage de poule, il y avait des cages deux qui étaient entre les deux. Le throttle, ce qu'on appelait le throttle. Oui, là, il avait décidé d'ouvrir le carburateur pour donner un peu plus de pep. Le marchepied. Il n'y avait rien pour lui. Le tuyau qui s'est cassé quand ils ont échappé la voiture à l'eau, quand elle est tombée, ils l'ont remonté, puis elle est tombée une deuxième fois. Encore là, l'expert était faible. À chaque fois, on a vu des experts assez faibles. Et là, il n'était pas sûr si finalement la pompe pour les freins ne s'était pas cassée en tombant. Oui. Mais c'est là l'habileté, c'est là, pour moi, que j'avais beaucoup de plaisir à jouer ce personnage-là, c'est que c'est sur des technicalités. Lui, il était précis, alors que les gens étaient tellement sûrs, imbus d'eux-mêmes, imbus de confiants dans ce qu'il venait dire, que des fois, il disait des énormités sur lesquelles, lui, il sautait constamment, puis il ramenait les gens à « oui, mais... » Est-ce que vous êtes sûr que c'est là que ça s'est passé, de cette façon-là? En tout cas, il a joué son personnage avec un drive absolument extraordinaire. Il y avait le throttle exactement sorti. comme l'autre l'a fait. Non, mais l'avocat de la défense, c'est son devoir de toujours forcer la couronne à préciser, puis aller jusqu'au bout de sa pensée, puis à ne pas faire des inexactitudes, parce que à cette époque-là, non seulement il s'agissait d'un procès, mais il s'agissait de la vie d'un homme, puis il l'a dit d'ailleurs. À un moment donné, c'est la vie d'un homme dont on parle. On ne peut pas décider à l'époque, puis aujourd'hui c'est encore pareil pour 25 ans, décider d'un coup sec comme ça sur des preuves qui n'ont rien à voir avec la réalité, qu'une personne va aller à l'échafaud. Notre vieux sage va avoir le mot de la fin pour le moment, parce que nous allons revenir. L'émission est loin d'être terminée. Moi, je vous reviens donc avec mes invités tout de suite après cette pause. Plusieurs fois cette nuit, j'en suis pas certaine, je ne pense pas. Mettons que ensuite peut prouver le contraire, mais en tout cas, j'admire le procureur de la défense. Je pense qu'il a très bien mené son jeu. Puis tu pouvais pas dire qu'il l'avait tué, c'était impossible à faire. Absolument. Puisqu'il y avait suffisamment d'indices qui portent à croire justement que c'était planifié d'avance. J'ai l'impression que la conclusion du premier procès lui a donné des arguments pour son deuxième meurtre, mais que le premier, il était innocent. C'est une intuition, là. C'est pas rationnel. C'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Voici maintenant le moment de dévoiler les noms des gagnants de notre concours de plaidoirie. Ils ont été 10 à défiler devant vous durant ces dernières semaines, 10 jeunes femmes et jeunes hommes qui avaient été choisis par les facultés de droit de leurs universités respectives. Ils ont été jugés à la fois par un comité d'experts du droit, par leurs camarades étudiants et aussi par le public d'à vous de juger. Il y avait plusieurs critères qui entraient en ligne de compte dans l'évaluation de leur performance. Entre autres, la qualité de leur analyse des questions de droit, leur maîtrise des faits, la logique de leur pensée, mais aussi la qualité de leur présentation. Tout ce qu'on associe au talent d'un grand plaideur. La langue, l'expression, la force de persuasion, puis même aussi l'originalité et l'humour. C'est pas interdit. Alors, pour remettre un des prix qui seront attribués ce soir, c'est-à-dire un stage dans un bureau d'avocat, voici Maître Claude Armand Shepard de l'étude Robinson-Shepard-Shapiro. Je voudrais d'abord vous dire que nous vous avons trouvés tous les 10 formidable. Et si je pouvais donner un stage à 10, vous les auriez tous les 10. Nous avons malheureusement dû décider et celui qui nous a persuadés, mais à peine un peu plus que 4 ou 5 autres qui étaient presque aussi bons, c'est M. Alexandre Cousineau. Et maintenant, pour remettre les grands prix en argent qui vont avec les 3e, 2e et 1e places au concours, j'invite M. Tom Gardiner, qui est directeur de la mise en marché chez Ford pour la région Est du Canada. Merci beaucoup, M. Ornado. En tant que représentant de la compagnie, il me fait plaisir d'être ici ce soir pour remettre les chèques aux gagnants du concours de plaidoirie Ford.
En troisième position, voici un chèque de 500 $ à René-Claude Drouin. En deuxième position, Ford remet un chèque de 1000 $ à Maryse Dubé. Le grand gagnant ou gagnante mérite un prix de 3000 $. Le gagnant est Hans Marotte. Félicitations. À tous les autres étudiants en droit qui ont participé à notre concours, M. Gardner va maintenant remettre un chèque au montant de 200 $. Et pendant ce temps, j'invite nos téléspectateurs à regarder encore une fois la plaidoirie gagnante de ce concours. Dans cette affaire, on est uniquement en présence de preuves circonstancielles. Il faut donc, pour déclarer M. Bertrand coupable, que l'ensemble des prétentions de la couronne mène votre esprit à une seule conclusion logique, que c'est bien l'accusé qui a tué M. Baudry, que cela s'est produit dans son bureau et à l'heure que la couronne vous indique. Réfléchissons donc avec attention sur les prétentions de la couronne. Premièrement, M. Mulholland prétend avoir reconnu M. Bertrand alors que ce dernier serait venu acheter une arme chez lui. M. Mulholland est aveugle. Il n'a pas vu, pardon, on ne peut pas utiliser ici le thème « voir ». Il n'a pas côtoyé l'accusé depuis près de 3 ans. Il y a donc lieu, à tout le moins, de s'interroger sur la pertinence de ce témoignage. Deuxièmement, la couronne prétend que M. Bertrand aurait tué M. Baudry pour reprendre possession de son affaire. Bel argument, mais qu'en est-il des héritiers? Et comment aurait-il pu financer une telle entreprise alors que, comme on le sait, il était criblé de dettes? Et troisièmement, il est en preuve que la digestion par le corps humain d'aliments demande de 2 à 3 heures. C'est l'expert de la couronne lui-même qui vient nous l'affirmer. Il vient également affirmer que M. Baudry, lors de l'autopsie, n'avait aucune trace d'aliments dans son estomac. M. Baudry ayant mangé un fruit à 12h30 le jour du meurtre, il n'a donc pas pu mourir avant 2h30 ou 3h, heure à laquelle M. Bertrand a des alibis qui sont vérifiés par les enquêteurs. Comme on le voit, il est matériellement impossible que M. Bertrand ait tué M. Baudry. On peut donc constater que l'édifice qu'a tenté de nous échafauder la couronne est entaché de failles et on ne peut pas, sur ces seules bases, condamner M. Bertrand. Nous tous, autant que nous sommes ici, nous voulons trouver le véritable coupable dans cette affaire. Mais il faut être très prudent, parce qu'en condamnant M. Bertrand, on ne trouve pas le coupable, mais un coupable. Et de surcroît, on fait de lui une victime. Victime non pas d'un meurtrier, mais de la justice. Merci. Alors, je reviens maintenant donc à mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre et Germain Houde, pour leur demander leur évaluation de ce concours de plaidoirie. Qu'est-ce que vous en pensez finalement de cette idée-là, puis de ce que vous avez vu comme prestation de tous ces jeunes au cours des 6 dernières semaines? Très impressionnant, et je pense que tous ceux et celles, les gens qui ont pu voir ces jeunes étudiants performer ont trouvé qu'ils étaient extraordinaires. Mais on s'aperçoit que la profession a évolué parce Comment que ça? il y a de plus en plus de femmes dans cette profession-là et des femmes qui réussissent très bien. Je pense que c'est peut-être représentatif de ce qui se passe dans le monde professionnel. Dans tous les bureaux, maintenant, on s'aperçoit là que ça change et au fond, c'est pour le mieux. Mais c'est une profession qui évolue rapidement. Cependant, le talent est rare tout de même. On a trouvé les meilleurs du Québec, mais il y a de la place encore pour les grands plaideurs. Quelles sont les qualités d'un plaideur traditionnellement ou de nos jours, Jean? Il y a très certainement une connaissance approfondie du droit et de toutes les subtilités du droit. En plus de ça, il y a une sensibilité très forte parce que, étant donné qu'on est encore avec des procès par jury, on doit s'adresser à un commun dénominateur. Et c'est 12 personnes qui sont là, des personnes dites ordinaires, qui ont été triées sur le volet, mais par hasard. Et on doit s'adresser à leur sensibilité la plus profonde. Ça veut dire qu'en plus du droit, il doit y avoir un mariage extraordinaire avec cette capacité de convaincre. Et la plupart du temps, quand je les regardais à la télévision, c'est dans les yeux que je voyais la conviction, c'est dans les yeux que je voyais la capacité de convaincre. C'est pas juste par les effets de toge, alors, ça veut rien dire, ça? Les effets de toge ont pu l'effet que ça avait autrement. Germain, hier, comme avocat, est un avocat remarquable. Je suis des gens aimeraient bien être défendus par vous s'ils se trouvaient dans une mauvaise situation, parce que, justement, vous ratissiez large dans votre prestation. Là. Oui, il prenait sa place. Il prenait sa place, et surtout,
Moi, et ça, c'est encore quelque chose d'agréable à jouer, il ne laissait pas de place. Autrement dit, les témoins, ils n'avaient pas le temps de s'installer dans leur témoignage. Ils les déstabilisaient. Contrôlaient le jeu constamment. Ils déstabilisaient constamment tout le monde. Et ça, c'est une bonne tactique parce que quelqu'un, il a mémorisé d'une certaine façon, avec l'aide des avocats, tout ça, qu'est-ce qu'il allait dire. Alors, il vient dire ça, puis lui, hop, il intervient dedans, puis là, il l'oblige à dire des choses qu'il va dire presque d'instinct. Puis là, c'est là qu'on s'aperçoit que la psychologie, souvent, joue beaucoup plus que même le droit pur. Et il jouait là, vraiment sur la psychologie de chacun des témoins. Je me demande aussi, moi, s'il ne faut pas une certaine... se fier à son instinct, avoir un instinct, des fois, de dire... Il faut être les deux. Et si, par hypothèse, l'avocat sait que son client est coupable, il faut un très haut niveau d'hypocrisie en même temps. C'est-à-dire que faut pas faire Il reste peu de temps. De conviction. Non, d'hypocrisie. J'aimerais vous demander quel est le procès que vous avez préféré et pourquoi, vous deux, là, aux deux gens? Moi, c'est certainement Aurore, peut-être parce que c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais plus jeune et on se faisait souvent parler d'Aurore, l'enfant martyr, mais c'est ce procès-là qui avait le plus d'émotion et qui était peut-être le plus actuel parce que on parlait du Québec d'antan et la réalité, c'est que la violence familiale, la violence faite aux enfants, il n'y a rien qui a changé dans ça. Et donc, c'est peut-être encore le plus actuel pour moi. Surtout qu'il y avait une coïncidence entre la diffusion du procès Aurore et ce qui se passait dans l'actualité. La même chose dans le cas du procès Dion. Toi, Jean, quel est ton procès préféré? C'est celui de Dion que tu as préféré? Peut-être à cause du jeu de l'acteur principal, Dion. Gildor Roy, son témoignage en particulier à la télévision, ce que probablement les gens n'ont pas senti au procès proprement dit. Mais tu sais, quand tu vois le témoignage avec une intensité tellement forte que tu es convaincu que cette personne-là est malade. Moi, tu te souviens que je t'ai dit que je trouvais qu'il n'était pas coupable. C'est parce qu'il fallait être malade pour pouvoir raconter ça de cette façon-là. Et je l'ai étouffé, puis je me suis aperçu qu'il respirait encore quand j'ai relâché, puis j'ai resserré encore. Mais l'intensité de ça, j'imagine qu'il y a des femmes qui ont dû changer de poste à ce moment-là parce que c'était unbearable en anglais. C'était pas supportable de voir qu'un homme écrase un petit enfant, puis un petit être. J'imaginais, là, avec toute la force de l'acteur, j'imaginais tout ça. On revient tout de suite après cette pause. Maintenant, le verdict que vous avez rendu à propos du procès Tuxedo Kid. À la question « Tuxedo Kid a-t-il oui ou non tué sa première femme ?» Vous avez répondu « oui » dans une proportion de 45 % et non, donc, dans une proportion de 55 %. Ben voilà, c'est là-dessus que se termine cette deuxième saison des Grands Procès. Je suis certain que vous aurez envie, comme moi, de remercier les artisans de cette série pour le travail qu'ils ont abattu encore cette année. Les Grands Procès sont la preuve que pour faire de la bonne télévision, il faut une bonne équipe de production, notamment de bons comédiens, des réalisateurs compétents. Je voudrais ici remercier Mark Blanford, qui était aussi script-éditeur, et Alain Chartrand. J'ajoute qu'il faut aussi une bonne histoire, et de bonnes histoires, bien, les annales judiciaires du Québec en sont remplies. C'est pourquoi il y aura l'an prochain une troisième saison des Grands Procès. Ici Pierre Nadeau, merci d'avoir été là, en particulier les deux Jean, Cournoyer et Lapierre. Et je vous dis à l'an prochain. Au revoir. Transformez vos petits matins, mettez-y de l'information et de la bonne humeur. Salut, bonjour, du lundi au vendredi, 6 heures.